Si je vous demande le film d'horreur qui vous a le plus marqué, il y a de grandes chances qu'un grand nombre d'entre vous me citent L'Exorciste. En effet, le film d'horreur réalisé par William Friedkin, sorti en 1973, a marqué des générations de spectateurs à travers le monde. Un film effrayant, certes, mais est-ce que vous savez qu'il a été inspiré par une véritable histoire? Alors si aujourd'hui je vous racontais la véritable histoire, qui se cache derrière le film L'Exorciste, ça vous intéresse? L'Exorciste est un film d'horreur emblématique, sorti en 1973, réalisé par William Friedkin et basé sur le roman du même nom, écrit par William Peter Blatty. L'histoire suit une actrice célèbre, Chris MacNeil, et sa fille de 12 ans, Regan, qui commencent à manifester des comportements étranges et violents. Convaincue que quelque chose de surnaturel se passe, Chris fait appel à des prêtres pour exorciser le démon qui possède sa fille. Le film est un succès colossal et est devenu un monument du cinéma d'horreur. Seulement, ce que l'on sait peu, c'est qu'un véritable événement a inspiré cette histoire. L'affaire prend place à la fin des années 40, aux États-Unis dans le Maryland. C'est ici que vit Robbie Mannheim, un adolescent de 14 ans. Robbie est un garçon plutôt introverti. Élève moyen, il n'a pas pour habitude de se faire remarquer. Robbie s'entend plutôt bien avec ses proches. Mais il y a une personne dans la famille avec qui il s'entend particulièrement bien, c'est sa tante Harriet. Et la tante Harriet, elle avait une spécificité. Elle était médium et pratiquait le spiritisme. Et voyant l'intérêt que Robbie portait à cette pratique, elle va l'initier. Elle va lui enseigner les rudiments de la pratique, notamment à l'aide d'une planche de Ouija. La planche Ouija est un outil utilisé dans certaines pratiques spirituelles, pour, prétendument, communiquer avec les esprits. Elle se compose généralement d'un plateau plat portant les lettres de l'alphabet, les chiffres de 0 à 9, les mots oui et non et parfois bonjour et au revoir. Elle est accompagnée d'un indicateur, souvent appelé planchette, qui est utilisé par les participants pour pointer vers les lettres et les chiffres. L'utilisation de la planche de Ouija nécessite que les participants placent leurs doigts sur la planchette et posent des questions aux esprits. Selon les croyances, les esprits guident la planchette pour fournir des réponses. Un objet, dit occulte, qui provoque des sueurs froides aux plus superstitieux. Mais est-ce que vous savez que ceux qui détiennent les brevets et les droits de la planche de Ouija est la société Hasbro, une société qui détient les droits de plusieurs jouets, tels que les G.I. Joe, le Monopoly, Monsieur Patate, Transformers ou Mon Petit Poney. Ah, ça détend là, hein. Robbie et sa tante pratiquent donc ensemble le spiritisme. Elle lui enseigne donc à communiquer avec les morts, mais tout se passe bien lors de leur séance, et ça les rapproche. Malheureusement, celle-ci tombe malade et se fait emporter par la maladie en quelques mois, ce qui va complètement dévaster le jeune homme. Lui qui était introverti et solitaire, avait trouvé refuge dans la relation si particulière qu'il entretenait avec sa tante. Il n'acceptait pas la situation, et va tout faire pour reprendre contact avec elle, et ce même dans le monde des esprits, en se servant de ce qu'ils avaient appris ensemble. Vont alors s'en suivre de nombreuses séances de Ouija, dans lesquelles Robbie essaye désespérément d'entrer en contact avec sa tante, sans pour autant y parvenir. Et à partir de cette période, des choses étranges vont se manifester autour de lui. Des bruits commencent à se faire entendre dans la maison, des grattements sur les portes. Les parents pensent tout d'abord à une infestation de rats, mais même après le passage des dératiseurs, les bruits continuaient. Et les bruits n'étaient pas la seule manifestation étrange autour de Robbie, car des objets commençaient à bouger tout seuls. Puis des chaises et des lustres. Les bruits, eux, devenaient aussi de plus en plus violents, et le lit de Robbie était secoué de tremblements, quand il ne se déplaçait pas tout seul, alors que l'adolescent y était encore allongé. Il était évident pour Robbie et ses parents que le jeune homme n'avait pas invoqué la gentille tante, mais quelque chose de plus obscur. D'autant plus que Robbie semble aller de plus en plus mal. Il est notamment pris de sérieuses convulsions. Il est donc emmené à l'hôpital pour subir des examens médicaux, mais rien de bien concluant n'a été diagnostiqué. Le corps médical n'ayant rien trouvé concernant l'état de Robbie, les craintes de ses parents se tournent alors vers des explications un peu plus occultes, et la situation devient de plus en plus inquiétante. Quand Robbie commence à avoir des marques sur le corps, comme des ecchymoses qui apparaissent toutes seules. Ils vont donc se tourner vers un pasteur luthérien, proche de la famille, le père Schulz,
qui va se rendre auprès de la famille pour examiner Robbie et les phénomènes qui l'entourent. Il remarque le lit qui tremble quand le garçon est allongé dessus, les bruits sourds et les meubles qui se déplacent. Et le pasteur va s'enfuir en courant. Non, c'est pas vrai. Mais il va emmener le garçon chez lui. Pas de blague. Il va emmener le garçon chez lui donc, afin de voir si les phénomènes sont propres à la maison familiale ou si c'était lié à Robbie lui-même. Et il constata que c'était bien le jeune homme qui provoquait cela. Et il va se confier à l'un de ses amis en lui écrivant « Pendant la nuit du 17 au 18 février, j'ai pris l'enfant avec moi pour la nuit, pour constater de moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'endormit dans un fauteuil, qui peu de temps après se mit à glisser seul sur le plancher de la pièce. Je mis alors l'enfant sur le lit, qui lui aussi se mit à vibrer. Le matelas fut jeté à terre et glissa latéralement sous le lit. Les événements le dépassent un peu, et va alors se tourner vers l'église catholique pour leur demander de l'aide, et plus particulièrement le père Albert Hughes. Et là vont commencer des exorcismes sur le jeune homme. Le père Hughes va même demander l'aide de 3 prêtres supplémentaires. Les phénomènes de bruit étrange et d'objets qui se déplacent continuent, et Robbie avait développé une aversion pour les objets religieux. L'eau bénite, les croix, les médailles, les légumes... Ah non, ça c'est moi. Robbie semblait se métamorphoser physiquement, et son comportement était de plus en plus violent, au point qu'il devait être attaché pour ne blesser ni lui, ni les personnes autour. Le plus stupéfiant, c'est quand les parents virent sur la poitrine du jeune homme gravé le mot « Louis ». Ils virent cela comme un signe et décidèrent de partir vivre dans la ville de Saint-Louis. Pourquoi pas. Là-bas, ils vont faire la rencontre du père William Bodern, à qui ils vont expliquer leur terrible situation. En leur rendant visite, il va en effet constater les événements autour du jeune homme, et arriver à la conclusion qu'il était victime d'une possession démoniaque. Il va alors demander l'autorisation à ses supérieurs de pratiquer un exorcisme, ce qui lui a été accordé, à la condition de tenir un journal pour relater les faits et garder une trace. Les exorcismes peuvent commencer et sont d'une violence sans égale. Et je dis bien des exorcismes, car ils vont s'enchaîner sur une période de 3 semaines. 3 semaines durant lesquelles des objets volent à travers la pièce, où le jeune homme semble se métamorphoser, au point que ses parents le reconnaissent à peine. Les séances d'exorcisme se poursuivent, jusqu'à une séance en particulier, où après un accès de violence de Robbie, il va s'exprimer avec une voix d'outre-tombe en disant la phrase suivante. « Satan, Satan, je suis Saint Michel, et je vous ordonne, Satan et les autres esprits mauvais, de quitter ce corps maintenant. » Au moment où il prononça cette phrase, les mots « mal » et « enfer » ainsi que diverses marques apparurent sur le corps de Robbie. L'hypothèse des hommes d'église est qu'à ce moment-là, l'archange Michel était venu au secours de Robbie, afin de le libérer des entités maléfiques qui l'habitaient. Mais aussi invraisemblable que cela paraisse, ça a fonctionné, car à partir de ce moment-là, les phénomènes entourant le jeune homme ont cessé. Par contre, Robbie n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, sa famille le ramena à la maison, et ils purent reprendre leur vie là où ils l'avaient laissé avant les terribles événements. Plus rien de semblable ne va se manifester dans la vie de Robbie. Celui-ci va poursuivre des études brillantes et va même embrasser une carrière à la NASA et participer à l'élaboration de technologies qui vont permettre à l'homme de poser le premier pas sur la Lune. Bien des années plus tard, un journaliste nommé William Peter Blatty découvrit par hasard un article dans le Washington Post relatant l'étrange histoire de Robbie. Blatty est fasciné par cette histoire, et celle-ci va lui donner l'inspiration pour écrire un roman, en 1971. Son roman, L'Exorciste, était publié, et le succès du livre est phénoménal, à tel point que la société de production Warner obtient les droits du roman et met en chantier un film qui sortira en 1973, L'Exorciste. La boucle est bouclée. Alors, que penser de cette affaire ? Il y a ceux qui vont y croire aveuglément, par croyance ou simplement par envie d'y croire. Puis, il y a les sceptiques. Le cas de Robbie a été étudié par les hommes d'église. On ne fait pas un exorcisme comme ça. Il faut les autorisations des instances supérieures. Il y a des enquêtes qui sont menées afin de pouvoir mener un exorcisme. Ils l'ont fait car après enquête, ils en ont conclu que Robbie était vraiment possédé. Ils en étaient convaincus. Mais ces hommes ont leurs propres croyances. Alors si on prend les choses d'un point de vue plus rationnel, ça donne quoi ? Remettons les choses dans leur contexte. C'était dans les années 40. Et du point de vue médical, on était très loin du niveau qu'on a aujourd'hui. On n'a rien diagnostiqué de particulier chez le jeune homme.
probablement car il souffrait à ce moment-là de pathologies qu'on ignorait à l'époque. Du moins s'il souffrait véritablement de quelque chose. Car certaines hypothèses mettent en avant le fait que l'adolescent ait simulé son état. On y fait mention que des événements se déroulaient seulement quand le jeune homme était présent. Des marques gravées sur sa peau ou des objets qui bougent. Oui, mais il a été dit que les témoins ont vu ces objets bouger. Eh bien, la principale source de cette histoire, c'est le carnet tenu par le prêtre. Et on pourrait supposer que peut-être, les faits qui y sont relatés ont été légèrement exagérés. Alors, garçon souffrant de troubles mentaux ou véritable possession démoniaque, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire et à regarder les autres vidéos de la chaîne, ça nous fait avancer. N'hésitez pas à aller jeter un œil à ma chaîne secondaire dans la description, je prévois pas mal de choses pour l'avenir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.